Voilà, c'est en train de se passer, on est en train de le diffuser sur Facebook. Ça va être visible dans quelques instants. On est déjà en live, c'est bon. Donc, le temps Ah, de exact, super. checker, le temps de faire les partages. Donc, on attend 5 minutes maximum, le temps d'avoir plus de Très monde bien, au niveau de Zoom et on démarre. Comme ça, on reste dans les deadlines. très bien. Moi, j'aime bien aussi la précision, la ponctualité. C'est un peu mon ADN. Donc, je crois qu'on peut démarrer. Très bien. Mais Ok. est-ce qu'il y a quelqu'un qui me présente ou pas? Oui, oui, bien sûr, je vais prendre la parole. Je fais D'accord, l'introduction et après, je vous donne la suite. volontiers. Très Ça bien. marche, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Le Club des dirigeants continue sa série de webinaires. Aujourd'hui, nous allons discuter autour de l'inbound marketing selon la stratégie de, Cer- de Je Serpa. ne pas. Tout le monde, en fait, comme vous savez tous, tout le monde se prépare pour le post-Covid, mais attention, les habitudes du consommateur se sont considérablement modifiées. C'est pourquoi il est aussi primordial de revoir les techniques de marketing pour aller trouver le client où il se trouve. Quelles sont les grandes lignes de l'impact marketing? C'est quoi la stratégie Serpent? Quelles sont les étapes à suivre? Pour répondre à l'ensemble de ces questions et d'autres, nous avons avec nous Monsieur Gabriel Sapero. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Alors, Monsieur Gabriel, il est président directeur général chez Studio Butterfly. Je vous donnerai aussi l'opportunité de vous présenter mieux. Pour le déroulé de la session, en fait, nous allons avoir une heure à 1 heure et quart de présentation. Par la suite, pour poser vos questions, il suffit, si vous êtes au niveau de Zoom, d'utiliser le chat ou lever la main pour vous donner la parole. Sinon, si vous nous suivez à travers Facebook, n'hésitez pas aussi à partager l'ensemble de vos questionnements. Et voilà, donc à vous la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Merci, Farah. Je suis ravi de participer à ce webinaire dans ce club des dirigeants. Et effectivement, je vais juste vous dire un mot sur moi-même. Donc, je suis, comme on l'a dit, PDG de l'agence Studio Butterfly, qui a pour ADN l'inbound marketing. Nous avons aussi un département formation dans l'inbound marketing. Je suis, bon, l'histoire l'a voulu, le pionnier en France
de l'inbound marketing, mais je ne suis pas le pionnier dans le monde. Le pionnier étant Brian Halligan, qui a d'ailleurs créé une agence qui marche très très bien aux États-Unis, qui s'appelle HubSpot, dont nous reparlerons. Et effectivement, l'inbound marketing aujourd'hui, plus que jamais, pour moi, est une voie et nouvelle et opportune de développer ses affaires, de développer son entreprise, car elle repose sur une nouvelle éthique marketing et peut-être même, comme je le dis, un nouvel art de vivre professionnel. J'espère vous faire adopter cette démarche, car elle est innovante et elle est surtout respectueuse, à mon sens, des relations humaines, respectueuse de l'environnement, respectueuse d'une certaine éthique que nous allons explorer ensemble. Mais ce qui est au-dessus de tous ces aspects d'éthique et de comportementaux, c'est le fait que l'inbound marketing vous donne une voie à suivre et vous permet de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas faire des coups, mais d'avoir une stratégie à court et moyen terme, et même à long terme, de à la fois l'aspect marketing et de l'aspect commercial. Et je me plais à citer la phrase de Sun Tzu: celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Et oui, parce qu'avec l'inbound marketing, vous allez avoir des objectifs, vous allez avoir une vision d'entreprise et vous allez surtout avoir une relation avec vos clients tout à fait différente. Donc, je vous engage à entrer dans l'inbound marketing et c'est pourquoi j'ai écrit « Il était une fois » parce que je vais vous raconter une histoire et j'aimerais bien que l'histoire se poursuive avec vous au Maroc. Et je me rends compte qu'il y a une certaine appétence pour l'inbound puisque j'ai le plaisir de venir plusieurs fois dans l'année invité par une société de formation pour, entre guillemets, évangéliser sur l'inbound marketing et inciter les dirigeants à adopter cette démarche avant même qu'ils la pratiquent. Donc, j'ai un certain nombre de clients qui me demandent d'ailleurs de mettre en œuvre les idées, les concepts de l'inbound marketing avant, évidemment, de passer à l'acte. Donc, il était une fois, je suis heureux de vous raconter, j'espère, une belle histoire. Alors, pourquoi, d'où vient même, d'abord je vais vous dire d'où vient le mot inbound, pour pas que ça reste comme ça un mystère. C'est pas de moi, c'est justement de monsieur Brian Halligan. Brian Halligan qui a eu, je dirais, le plaisir de m'inviter, et moi j'ai eu l'honneur de le rencontrer, parce qu'il a vu que j'avais écrit un bouquin en français, lui il avait écrit le premier bouquin en anglais, et donc je lui ai un jour dit, j'étais à Boston, sa boîte est à Boston, et chaque année il fait une convention internationale sur l'inbound marketing. Et pour vous montrer que c'est une voie qu'il faut suivre, je vous donne quelques exemples du monde. Moi, j'y étais en 2016, il y avait 25 000 personnes. En 2017, à la convention, il y en avait 35 000. Et en 2019, l'année dernière, cette année, ça va être en septembre, il y en avait déjà 45 000 personnes à la Convention Hall de Boston. Vous voyez l'intérêt que porte aux États-Unis et dans le monde cette démarche. Alors, pourquoi l'inbound? Eh bien, l'inbound, Brian Halligan m'a invité dans son bureau et il me dit, regardez par la fenêtre. Et par la fenêtre, il y avait la station de métro, une station de métro à Boston. Et quand vous entrez dans le métro à Boston, il est écrit inbound. Et quand vous sortez du métro, il est écrit outbound. Eh bien, il m'a dit, les gens qui veulent aller dans le métro, ils veulent y aller volontairement. Donc, c'est un acte volontaire d'entrer dans le métro. Et puis ensuite, il faut suivre un certain nombre de pancartes pour en sortir. Eh bien, il s'est inspiré de cet acte volontaire d'entrer dans le métro pour intituler sa démarche Inbound Marketing. Alors, ça date, je peux vous dire, parce qu'il a écrit son livre en 2012. Je pense que l'inbound marketing a commencé à faire florès aux États-Unis dans les années 2010. Et moi, j'ai mis en œuvre l'inbound marketing en France dans les années 2013 et mon premier livre est paru dans l'année 2016. Alors, la théorie, la base même de l'inbound marketing, c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Et donc, vous voyez qu'on inverse totalement le paradigme du marketing et on inverse aussi le rapport à la preuve, comme on dit. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une démarche push, au lieu de harceler, au lieu de pratiquer, comme je le vois maintenant en France, dans beaucoup de magasins, des promotions et des promotions et des promotions pour faire revenir le client, ici, on est dans une démarche totalement différente. On incite par une démarche beaucoup plus soft. Les Américains parlent d'ailleurs de nudge
marketing, c'est-à-dire une manière de pousser le consommateur à aller par lui-même, à venir chez vous. Il y a même une anecdote que j'aime bien raconter, qui est de l'inbound marketing, mais qui a été traduite par Nudge et qui s'est passée à Amsterdam, à l'aéroport de Schiphol. À l'aéroport de Schiphol, le dirigeant RH de l'aéroport a constaté qu'il y avait une augmentation de plus de 30% des frais de nettoyage. Ah, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a un peu visité, puis il s'est aperçu que malheureusement, vous voyez, c'est un peu grivois, dans les toilettes, eh bien, les hommes n'avaient pas tendance à uriner de manière droite, et donc il y avait évidemment beaucoup de dégâts tout autour des toilettes. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un écriteau, ça serait un peu vulgaire, s'il vous plaît, soyez un peu conscient. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de l'inbound marketing. C'est-à-dire qu'avec un psychologue, il s'est aperçu que s'il mettait la tache d'une petite mouche dans les urinoirs, ça incitait les hommes à avoir une attitude plus, je dirais, conforme à l'attente du directeur des nettoyages. Donc, il a fait mettre la tache d'une mouche dans tous les urinoirs de l'aéroport de Schiphol. Résultat, moins 30% de frais de nettoyage. Donc, c'est ce qu'on appelle le nudge, c'est-à-dire que l'incitation n'a pas été coercitive, l'incitation n'a pas été agressive, elle a été suggérée, elle a été proposée et le résultat est là. Donc, c'est un peu dans cet esprit que nous allons aller. Comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher? Eh bien, il faudra trouver le chemin pour que le client volontairement ait envie de s'adresser à vous. Comment? Alors, je me suis inspiré de ce qu'a fait Ford, le célèbre fabricant d'automobiles. Ford a eu, et l'a toujours, un exploit avec lui. Il faut que vous sachiez que Ford est celui qui a le plus vendu d'automobiles dans le monde d'une marque particulière, c'est un symbole particulier. Ce n'est pas ni Renault, ni BMW, ni Mercedes. Ford a créé dans les années 30, je crois, vers les 25-30, la T2. Et la T2 est jusqu'à aujourd'hui la voiture qui a été la plus vendue dans le monde. Et à l'époque, on pouvait avoir des chevaux, on pouvait avoir une carriole, on pouvait avoir une diligence. Et alors, on lui a dit, mais comment ça se fait que vous avez pensé à la T2? Il a dit, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, je leur aurais donné un cheval plus rapide. Ça, c'est une phrase symbolique et une phrase, je dirais même, expressive de l'inbound marketing. C'est-à-dire que vous voyez là apparaître un paradoxe. Tout le monde va vous dire, quand je veux créer un produit, je fais une enquête de besoin auprès de mes clients. Alors, je demande qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, évidemment, en fonction des retombées de l'étude, en général payées très cher, on essaye de trouver le produit ou la prestation qui correspond. Et non, mesdames et messieurs, ce n'est plus aujourd'hui ce qu'il faut faire. Parce que si vous faites une étude de besoin, rationnellement, c'est très bien. Et vous plairez d'ailleurs à un professeur de marketing qui s'appelle Kotler, qui a été usé par tous les étudiants marketing du monde, qui dit il faut répondre aux besoins, avec d'ailleurs la fameuse pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Eh bien non, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous n'avons ni le temps de passer des heures et des mois dans l'étude des besoins, et surtout, c'est inutile, parce que si vous faites une étude de besoins, eh bien vous faites la même étude que votre concurrent. Conséquence, vous pratiquez le même marketing et la même communication que votre concurrent. Conséquence, eh bien vous êtes exempt. Vous vous acharnez ou à diminuer les prix ou à engager des commerciaux. C'est-à-dire que c'est le côté aujourd'hui, la part, je dirais, pernicieuse de l'étude des besoins. Qu'est-ce que je vous propose? C'est ce qu'on appelle, c'est pas de moi, hein, c'est ce qu'on appelle test and learn. Testez, vous regardez le résultat et vous apprenez. C'est ce qu'a fait Ford. Parce que s'il avait demandé à tous ses clients qu'est-ce qu'ils voulaient à l'époque, ils auraient dit un cheval plus rapide. Eh bien, il a dit non, je vais inventer une voiture et ça a été la T2. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une chose auquel je tiens et qui vous pouvez retrouver dans mes livres, c'est qu'une phrase pour moi est aussi très symbolique que j'ai imaginée, le désir précède le besoin. C'est-à-dire quand Ford a imaginé sa T2,
Il avait senti que le désir, peut-être de ses compatriotes, c'était le confort, c'est de ne pas se faire mouiller avec la pluie, c'est d'avoir une certaine sécurité, de l'innovation. Et il a joué sur le désir préalablement aux besoins. Et encore une critique des besoins. Quand vous interviewez les gens sur les besoins, comme je dis, c'est le syndrome du rétroviseur. Que fait que les gens qu'on interviewe ne sont pas des créatifs nés? Eh bien, ils regardent dans le rétroviseur et ils essayent de comparer avec ce qu'ils connaissent. Non. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir l'idée de la créativité, c'est-à-dire même par moment d'être hors cadre. Mais nous allons y revenir. Alors, pourquoi vous devez aujourd'hui plus que jamais envisager autre chose? Eh bien, c'est parce que il faut arrêter le harcèlement médiatique. Ça, les gens n'en peuvent plus. Les gens, ils en ont assez parce qu'on les, je dirais, on les contraint et dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Alors, vous avez vous aussi dû recevoir des emailing intrusifs que vous n'avez pas envie, du marketing direct, bon, il y en a de moins en moins, mais il y a surtout, ce que je constate avec mes clients, c'est de la participation à des salons. Alors, il y a des habitudes comme ça, il y a des rituels, comme des fêtes d'ailleurs nationales ou autres, mais je ne les critique pas, c'est qu'on a l'habitude de faire des salons. Alors, j'ai par exemple un client, et maintenant il a arrêté, qui est dans le bâtiment. Alors, il avait l'habitude de faire un salon qui en France s'appelle Batimat, qui est le plus grand salon français pour le bâtiment. Ça ne lui rapportait rien, puisque les gens venaient, même ses clients venaient surtout faire la fête à Paris, et puis voilà. Et alors, je lui disais, mais pourquoi vous faites Batimat? Il dit, ben, écoutez, je vais être franc avec vous, je ne sais pas. On a l'habitude, alors on le fait. Même mon personnel est content d'aller au salon Batimat, ça les fait venir à Paris. Ça me coûte une blinde, ça me coûte plus de 300 000 €, mais je fais Batimat. Ça suffit. Il y a sûrement d'autres moyens de se faire connaître et d'être visible. Alors, vous voyez, ça suffit, les appels répétitifs. Je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en France, on est harcelé par des vendeurs de cuisine. Alors, les vendeurs de cuisine, ils n'ont qu'une envie, c'est de vous appeler à des heures impossibles pour vous dire, je vais changer votre cuisine et votre salle de bain. Vous avez des annonces de presse dont on ignore l'impact. Alors, là aussi, les clubs. C'est très bien le club, à condition qu'il soit altruiste, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux besoins, aux désirs et aux préoccupations de ceux que vous invitez. Mais en général, par faiblesse et puis peut-être par manque de compétences, les clubs, ce sont des clubs pour vendre ou pour promouvoir vos produits. Mais non, les gens ne viennent pas pour entendre encore un plaidoyer pour vos produits. Il faut intéresser les gens à ce qu'ils aiment. Donc, les clubs égocentriques d'utilisateurs sont à bannir. Et puis alors, les prises forcées de rendez-vous, vous avez dû recevoir des appels où la personne est tellement engageante qu'à la fin, par fatigue, vous acceptez le rendez-vous, et puis la veille, vous l'annulez. Perte de temps, gaspillage, énervement, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que je vous propose? D'entrer dans l'inbound marketing selon une stratégie que j'ai imaginée, qui a fait l'objet d'un livre, et que j'ai appelée la stratégie du Sherpa. Juste un mot, pourquoi le mot Sherpa et pourquoi j'ai dit une stratégie? Vous avez dans le monde deux approches possibles. Celle de mon confrère, Brian Halligan, qui est très bien aussi, on va essayer s'y attarder parce que c'est lui qui a eu l'honneur de l'imaginer, et puis à la mienne. Celle de Brian Halligan repose sur un principe, et nous en avons discuté à Boston. On a même fait un débat dans un keynote avec tout le monde qui était là pour savoir qui a raison. Est-ce que ce sont les 4 étapes de l'inbound marketing de Brian Halligan ou les 7 étapes, vous allez voir, de Gabriel Shapiro? Alors, qu'est-ce que dit Brian Halligan? Brian Halligan dit il faut convaincre d'abord pour séduire. Bon. Et moi, qui suis d'origine, enfin russe, mais enfin qui suis né à Toulouse, qui suis né en France, je suis latin, je suis français. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je prétends qu'il faut d'abord séduire pour convaincre. Et ça, c'est un débat important. Lui, il dit il faut rationaliser l'offre et ensuite créer les conditions de l'émotion, tandis que moi, je dis qu'il faut d'abord émouvoir, séduire, attirer pour ensuite convaincre. Parce que quand vous avez un internaute, vous n'avez pas 1 heure pour lui raconter des choses extrêmement rationnelles. Il faut lui suggérer de rester sur votre site. Bon, alors c'est un débat. On n'en a pas d'ailleurs terminé quand on a fait notre débat à Boston. Et in fine, il a dit, je trouve un mot de gentil, pour pas
qui est une ambiance très sereine. Il a dit, nous n'allons pas nous accorder, mais je comprends très bien Gabriel parce qu'il a développé la French Touch. Ah, j'ai beaucoup aimé cette expression. Alors, la stratégie du Sherpa, c'est une stratégie qui commence par la séduction et qui se termine par la conviction, avec, comme vous l'avez vu, la révolte contre la dictature des besoins. Alors, la définition, comme vous l'avez vu, c'est faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher, mais avec le terme qui suit, en privilégiant le désir préalablement au besoin. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas, j'aurais pu mettre une slide. Vous savez qu'il existe la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Tout le monde la connaît. On commence par les besoins physiologiques, c'est-à-dire la nécessité de boire, de dormir, de se coucher, et on termine par une sorte de besoin de se retrouver soi-même, d'exprimer sa personnalité. Alors avec humour, j'ai dit, chaque fois que j'avais des étudiants, chaque fois que j'avais en face de moi des prospects, ils me parlaient toujours de la pyramide de Maslow, la pyramide de Maslow, la pyramide de Maslow. Alors comme j'ai un ego surdimensionné, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je me suis dit, ça serait quand même pas mal qu'ils puissent parler aussi de la pyramide de Shapiro. Bon, ça serait un rêve éveillé. Et alors, je me suis mis à réfléchir. Et comme j'avais en moi cette conviction de dire que le désir précédait le besoin, vous me permettrez d'imaginer la pyramide de Shapiro, c'est-à-dire la pyramide des désirs de Shapiro. Et donc, là, je ne l'ai pas mise, je ne sais pas pourquoi. Vous la retrouverez dans mes écrits ou dans mes bouquins. Et de même qu'il y a 5 niveaux de besoins, j'ai imaginé 5 niveaux de désir. Et pour attirer les gens et pousser cette personne à acheter, eh bien, on commence par le désir d'inattendu. Nous y reviendrons. Il faut surprendre l'internaute. Ensuite, le désir d'émotion. Il faut lui provoquer une certaine émotion pour qu'il reste sur votre message et sur le site. Ensuite, l'inciter à désir de partage, qu'il a envie d'envoyer le message à ceux qui connaissent, pour continuer par un désir d'appartenance, créer une communauté. Et enfin, le Graal, le désir de valorisation de soi. Et bien, à mon sens, si vous pratiquez sur le plan concret ces 5 niveaux de désir, avec les médias ad hoc et avec les messages ad hoc, vous avez atteint votre objectif, vous avez fait venir à vous le client potentiel. Alors, j'aime bien ce qu'a dit Cicéron, si vous voulez me convaincre, vous devez penser mes pensées, ressentir mes émotions et parler avec vous. Eh bien, il était, je dirais, un professionnel de l'inbound marketing avant l'heure, parce qu'il a exprimé exactement l'importance, mais plus qu'incontournable, l'importance primordiale de l'intérêt que vous devez d'abord avoir vis-à-vis de vos prospects par une connaissance intime de leur comportement rationnel et de leur comportement émotionnel. Même déjà, avant même qu'on rentre dans les détails, vous pouvez comprendre par les propos que je tiens que lorsque vous avez un site, quand vous créez un site ou quand vous regardez un site, qu'est-ce que moi, je suis à la fois pas énervé, mais malheureux de voir qu'en général, les rubriques commencent toujours nos produits, nos solutions, qui nous sommes, nous. Arrêtez d'être nombriliste. Il faut commencer par vos enjeux, vos besoins, qui vous êtes. Et là, le client et l'internaute se retrouvent. Donc, on va aborder ce point-là, mais essayez d'imaginer que c'est d'abord la connaissance de l'autre qui va vous amener des clients et non pas votre connaissance que vous connaissez par cœur. Alors, les 7 étapes, les voilà. Il y a une étape de séduction, une étape de conviction, une étape de conclusion et l'ouverture. Donc, vous voyez apparaître 7 étapes pour transformer votre, on appelle suspect, mais enfin, c'est le prospect qui arrive là par, alors j'aime bien, il y a un terme français qui est très chic en ce moment, qu'on prononce partout, par sérendipité. Voilà, je ne sais pas pourquoi ce mot est devenu à la mode, c'est de dire par hasard provoqué. Donc, on commence par, avant on disait suspect, bon, c'est un terme un peu juridique qui n'a pas plu, donc il faut l'attirer, puis ensuite, quand il est curieux, il faut le séduire, ensuite, la partie séduction ayant été faite, il faut l'amener à agréer votre argumentation, convertir, mais à condition de ne le faire qu'avec sa permission. Ça, c'est ça l'élément différent du marketing habituel. Il faut toujours demander la permission de l'autre pour que vous lui envoyiez un message, une vidéo, un appât. C'est le refus de l'harcèlement. Et quand il a permis que
d'assimiler votre argumentation, vous en arrivez à la conclusion, il faut signer le contrat, à la fidélisation. Et j'ai rajouté, il n'y a pas longtemps, une 7e étape, c'est le partenariat. Et c'est ce que j'ai appelé co-construire une stratégie à moyen terme. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'univers du partage et des communautés collaboratives. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit aux organisateurs, si vous voulez le PowerPoint que je vous présente, le PDF, toute ma présentation, mais bien sûr, c'est ouvert, vous pouvez la demander, vous pouvez la recevoir. Tout le monde qui veut cette présentation, bien sûr, je suis très heureux de la diffuser. Donc, premièrement, la séduction permet de générer du trafic, les gens s'intéressent. Ensuite, ça transforme en prospect par la conviction. Ensuite, ça convertit en client. Et ensuite, je vais vous proposer une voie pour co-construire avec vos meilleurs clients votre propre stratégie. Alors, rentrons dans les détails. Vous voyez, attirer, séduire, convertir, etc. Alors, juste un mot. Pourquoi j'ai appelé ça la stratégie du Sherpa? C'est j'ai imaginé que vous êtes, enfin, si vous aviez une agence qui vous accompagne, l'agence doit jouer le rôle du Sherpa, c'est-à-dire le Sherpa qui accompagne les alpinistes dans l'Himalaya jusqu'aux cimes de l'Himalaya. Et puis là, je dis que le communicant doit accompagner l'entreprise jusqu'aux cimes de son développement. Alors, premièrement, attirer. Ouais. Et on va décliner comme ça cette présentation en 7 parties. Alors, j'aime bien la phrase que j'ai créditée, enfin, que Maria Callas a dit, il vaut mieux être une bonne chanteuse populaire qu'une mauvaise chanteuse d'opéra. Elle a tout à fait raison, c'est-à-dire que dans votre univers, vous avez un ADN, vous avez une excellence, vous avez un domaine où vous êtes différent et meilleur que les autres. Profitez-en. Au lieu de vouloir vendre tout et le contraire de tout, polarisez votre activité là dans votre domaine d'excellence. Alors, dans ce domaine d'excellence, quels sont les outils? Alors, je vous en ai listé un certain nombre. Vu le temps qui m'est imparti, on va pas s'y attacher. Mais je vais m'attacher aux 2 médias essentiels, prioritaires, indispensables. Le site et le blog. Si vous n'avez ni site ni blog, ce n'est pas la peine de commencer à vouloir vendre quoi que ce soit. Le site et le blog, ce sont les 2 mamelles, si je prends le proverbe français, les 2 mamelles de votre réussite. C'est indispensable, à condition, et on va le voir, que le site et le blog s'inscrivent dans cette démarche inbound marketing. Mais sorti de le reste, infographie, vidéo, ça ce sont des appâts qu'il faudra analyser. Et le site et le blog doivent être le parcours de votre démarche. Et je dis souvent que le site, c'est le corps de votre communication, tandis que le blog en est le cœur. Et nous allons voir pourquoi. Alors les sites. Voilà un site, c'est un de nos clients. XPM, c'est une boîte de management de transition. Management de transition, c'est des boîtes qui, c'est pas de l'intérim, mais c'est des boîtes qui délèguent pendant un temps précis un directeur général, un directeur du marketing, enfin du top management. Pourquoi je vous le montre? Parce que quand vous le regardez attentivement, il y a écrit « Vous êtes une entreprise » à gauche et « Vous êtes un manager » à droite. Eh bien, rien que pour les rubriques, nous avons immédiatement situé les deux personas, comme on dit, les 2 cibles prioritaires, les managers d'un côté et les entreprises de l'autre. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas mis d'abord en avant « Nous sommes la meilleure société de management ». On s'est adressé aux managers qui veulent un job et on s'est adressé aux chefs d'entreprise qui peuvent les engager. C'est ça la bonne démarche d'un site, de parler d'abord le langage de celui qui va vous lire, qui va vous regarder. Et puis le blog. Alors le blog, effectivement, c'est chronophage. Mais moi je l'ai dit dans mes bouquins, sans le blog, vous êtes infirme. Parce que le blog a une double vertu. Elle a la vertu d'abord de vous pousser à renouveler votre discours, à trouver l'actualité, à imaginer de nouvelles offres. Le blog est exigeant pour vous. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'un blog ait sa raison d'être, l'alimenter, on va dire, peut-être toutes les semaines ou au moins 2 fois par mois. Donc, il faut trouver matière à l'alimenter. Eh bien, ça vous oblige à réunir un comité éditorial et à trouver des thèmes différents, intéressants et bien écrits. Et puis dans le blog, si vous êtes dans l'inbound marketing, comme vous voyez un exemple, ça c'était pour Hyundai, pour la flottille Hyundai, il y a écrit « Découvrez notre livre blanc ». Bien sûr, il faut toujours que dans le site comme dans le blog, vous ayez de l'interactivité.
il faut pouvoir interagir avec vos internautes. Alors, dans le site, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des CTA, des Call to Action, et dans le blog, il faut mettre des livres blancs, des infographies, des quiz, pour que les gens aient envie de télécharger quelque chose et donc d'interagir avec vous. Mais vraiment, quels que soient vos partenaires, commencez par un site interactif et un blog récurrent, c'est-à-dire les articles récurrents. Et puis, on y viendra pour la manière d'écrire. Je vous en prie, ne soyez pas chiant. Parce que quelle que soit la valeur et le côté docte de vos écrits, parce que vous avez une expertise, si vous êtes chiant, eh bien les gens zappent. C'est tout simplement, je dirais, l'adhésion au plaisir et au désir de l'internaute. Alors, ensuite, il y a séduire, comme c'est la partie de séduction. Ah, la séduction, mesdames et messieurs, c'est peut-être aussi un art de vivre. On passe sa vie à vouloir séduire. On arrive, on n'y arrive pas. Vous voulez séduire votre femme, votre compagnon, vous voulez séduire votre employeur, vous voulez séduire vos enfants. Enfin, séduire est, oui, comme je dis, une forme d'art de vivre parce que ça permet un éblouissement, ça permet un épanouissement, ça permet une autre vision. Et c'est un point très important. Alors, comment séduire? Alors, évidemment, c'est pas moi je ne suis pas psychologue, et puis chacun de nous a sa propre recette, ou du moins liée à sa personnalité. Pourtant, comme je dis en anglais, nevertheless, cependant, il y a une démarche que je vais vous suggérer. C'est la création d'imprévus. Quand vous maîtrisez la création d'imprévus au cours d'une relation, vous suscitez l'intérêt. Alors, comment créer l'imprévu? Ici, ce sont les moyens que je vous propose. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire d'une manière docte, avec des chapitres 1, 2, 1, 3, faites ce qu'on appelle du storytelling. Comme je suis en train de faire avec vous, racontez une histoire. Eh bien, on est toujours des enfants. Les gens ont toujours aimé les histoires dès l'âge de 4 ans jusqu'à leur mort. Eh bien, sachez, par l'écriture, raconter une histoire. Et puis, évidemment, chatter lorsqu'il y a des webinars, formations. Vous voyez, j'ai même rajouté Adverb Game. Vous pouvez faire du gaming, comme des jeux à l'intérieur de votre site, etc. etc. Du webzine, c'est-à-dire qui remplace le journal d'entreprise, mais vous pouvez faire un journal d'entreprise sur Internet. Donc ça, ce sont les moyens. Mais, mesdames et messieurs, au-delà des moyens, il y a l'art de séduire. Ah. Alors, j'aime bien parce que j'ai interviewé énormément de gens. J'ai regardé un peu mes amis, mes clients, tous ceux qui m'entourent, et j'ai essayé, parce que je suis ingénieur de formation, donc c'est quand même une démarche cartésienne, j'ai essayé de regrouper tous ces styles d'émotion, et je vais vous livrer l'art, à mon sens, hein, c'est personnel, mais je l'applique dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle, l'art de la séduction. Et bien, l'art de la séduction, mesdames et messieurs, pour moi, relève de 4 valeurs. Les valeurs du désir. Alors, je vous invite, mais libre à vous, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, de pratiquer l'humour, de créer l'intrigue, de provoquer l'inattendu et de susciter la séduction. Est-ce que ça marche? Chacun de nous peut juger. Moi, je l'applique et je vais vous dire, ça m'amuse de l'appliquer et avec quelques succès. Je vais vous raconter 2 anecdotes. L'une liée à des étudiants marocains et l'autre liée à la recherche de l'obtention d'un budget. Pour les étudiants marocains, ça c'était sympathique, j'étais invité à faire une conférence à l'ENCG, c'est l'École de commerce nationale de commerce du Maroc, à Marrakech. Bon, j'aime bien Marrakech, donc j'étais en plus très content, et je leur disais, vous voyez, il faut appliquer les 4 valeurs du désir. Et alors avant, moi, il y a une valeur qui me plaît beaucoup, c'est provoquer l'inattendu. Pour marquer les esprits, pour créer la mémoire. Mais il faut provoquer un inattendu plaisant, un inattendu agréable. Alors avant de venir, et j'aime bien même l'humour et j'aime bien les relations, quand on sort un peu du cadre, j'ai appelé le directeur de l'école de commerce de Marrakech et je lui ai dit, voilà, je suis très heureux, je suis invité à faire une conférence sur le marketing, mais j'ai préparé plusieurs affiches, je l'ai toujours dans nos locaux à Paris, j'ai préparé plusieurs affiches et c'est la vue de mon chat. J'aimerais que vous disposiez la vue de mon chat dans toutes les salles de l'ENCG lorsque je vais venir faire ma conférence. Alors le directeur me dit, mais vous êtes sûr, là, vraiment, vous voulez?
qu'on mette des affiches de votre chat. Alors évidemment, je soupçonnais un certain interrogation de sa part sur la santé mentale de mon personnage. Je dis oui, je veux que vous mettiez des affiches de mon chat. Alors il l'a fait, hein, puisque je lui ai dit c'est comme ça. Alors j'arrive à l'École nationale de gestion de Marrakech et il y avait effectivement la photo de mon chat. Mais ce que il ne savait pas, et ce que les étudiants ne savaient pas, c'est que mon chat s'appelle Inattendu. Et alors, quand ils ont vu la photo de mon chat, j'ai dit aux étudiants, voilà, j'ai mon livre, mon dernier livre, L'inbound marketing au quotidien, eh bien, je vais l'offrir à l'une ou à l'un d'entre vous qui trouvera le nom de mon chat. Alors, ils m'ont dit, mais comment voulez-vous qu'on trouve le nom de votre chat? Alors, évidemment, il y en a certains qui ont dit, oui, c'est Sherpa, parce que c'est un mot comme ça fait joli. Pas du tout. J'ai dit, écoutez, vous allez écouter très attentivement ma conférence. Vous allez prendre des notes. Et je pense par vous-même, vous allez trouver, je pense, par une sorte de télépathie, quel est le nom de mon chat. Évidemment, pendant ma conférence, j'ai répété un nombre incalculable de fois le mot inattendu et je me suis appesanti sur les valeurs du désir en m'appesantissant sur l'inattendu. Et à la fin de la conférence, j'ai dit alors comment s'appelle mon chat. Alors, à part des noms, des noms d'oiseaux, il y a une fille qui a levé le doigt et a dit « Je sais parfaitement, monsieur Shapiro, quel est le nom de votre chat. » Ah bon? Et quel est le nom de mon chat? Inattendu. Et j'ai dit, mademoiselle, c'est brillantissime, voilà mon livre, bravo, mais comment l'avez-vous trouvé? Alors il m'a dit, écoutez, d'abord j'ai écouté ce que vous m'avez dit, elle a dit. Et puis j'ai pris des notes, j'ai noté tout ce que vous avez dit. Et monsieur Shapiro, vous avez répété 14 fois le mot inattendu. Donc ça ne pouvait être qu'inattendu. Alors le résultat de cette démarche inattendue, premièrement, qu'est-ce que j'ai reçu comme mail? Les gens se souviennent de ma conférence, parce qu'elle sortait du cadre. Deuxièmement, les gens se souviennent de l'anecdote du chat. Et troisièmement, même pendant ma conférence, je peux vous dire que le nombre très élevé d'étudiants qui prenaient des notes, pour peut-être obtenir le livre. Donc vous voyez que cette valeur d'inattendu a créé une relation plaisante qui peut effectivement apporter de l'eau au moulin quand on veut séduire et quand on veut transmettre un message. Alors le deuxième message est un message plus professionnel. Où est l'inattendu? C'était pour un budget de télécommunication. Et nous étions en finale avec une très grosse agence de communication parisienne. Et nous, on est 8 dans notre agence. Donc, effectivement, par rapport à la grosse agence, on était 250, internationale. Et en plus, mon client avait une ambition d'une communication internationale, puisqu'ils avaient des filiales un peu partout. Quand j'ai su quel était mon confrère, quand j'ai su qu'on était en finale, je me dis, si je ne fais qu'une démarche rationnelle, la plus compétente possible, même avec des prix plus ou moins, enfin en général c'est toujours les mêmes, eh ben, j'ai peut-être peu de chances d'emporter le budget, puisque l'agence est plus en phase et plus conforme avec la stature et avec la dimension de cette. Alors je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Je ne peux pas être uniquement dans la dimension rationnelle et cartésienne. Alors j'ai appelé le PDG de cette société, j'ai dit, écoutez, je suis très heureux d'être en finale, je voudrais un complément d'information. Le PDG dit, pas de problème, venez me voir. Non, monsieur le président, je voudrais qu'on se voit place de Fürstenberg. Il dit, comment? Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas encore Paris, la place de Fürstenberg, c'est une place très romantique. Pour moi, c'est la plus belle place du monde. C'est une place qui a un charme fou et qui se trouve dans le 6e arrondissement. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, place de Fürstenberg? Écoutez, faites-moi le plaisir de venir me rencontrer place de Fürstenberg, et là, nous échangeons. Alors, il était tellement surpris par ma demande, il a dit, écoutez, moi, je veux bien venir place de Fürstenberg, ça me dérange dans mon emploi du temps, mais si je ne viens que pour votre caprice, ben, je vais vous dire, la finale, elle est déjà jouée. J'ai pris ce risque, et je dis, venez, place de Fürstenberg. Alors, il est venu, place de Fürstenberg, petite place romantique, vous irez voir sur Google, pour moi, merveille. Et je lui dis, vous savez, il y a une tradition, place de Fürstenberg, due d'ailleurs au peintre Delacroix, qui habitait place de Fürstenberg, et il y a le musée de Delacroix, place de Fürstenberg. Et il faut savoir que Delacroix demandait aux gens qui allaient le voir de raconter un petit poème, parce qu'il trouvait la place tellement sympathique. Il dit, bon voilà, il y a un petit gadget, petite exigence, racontez-moi quelques mots, une citation. Et j'ai dit au président, je dis, voilà, l'idée c'est que, comme moi j'aime respecter les traditions, je vais vous dire un petit poème. Et je lui ai dit un quatrain
de Verlaine. Et d'ailleurs, vous voyez, pour être différent, ce soir, je vais vous le dire. Vous n'y attendez pas, hein, je vais vous dire un petit poème qui est pour moi le plus beau poème d'hymne à l'amour entre un homme et une femme. C'est le poème que pourrait exprimer un homme vis-à-vis d'une femme, et je vais vous dire, qui est pour moi quelque chose de merveilleusement beau, et qui s'appelle Une femme inconnue. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime, et qui ne soit jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, qui m'aime et me comprend. Eh bien, je peux vous dire que lorsqu'il a entendu ça, quand il a été dans un état émotionnel sympathique, on est ensuite parti dans son bureau, bien sûr, pour aborder les thèmes plus concrets. Et nous avons eu le budget. C'est-à-dire qu'en intégrant une partie iconoclaste, inattendue et émotionnelle, j'avais quelque part emporté quelques points par rapport à le seul hymne de la raison. Donc, moi, je vous invite à avoir cette démarche dans vos discours, dans vos papiers, dans la rédaction des articles, pratiquer l'humour, créer l'intrigue, provoquer l'inattendu et susciter la séduction. Eh ben, à mon sens, vous sortez des papiers beaucoup plus intéressants, vous sortez des papiers qui attirent l'attention, et comme l'a dit Churchill, très bien, parlant je dirais du refus de l'ennui, il a dit une chose que je trouve et que j'ai mis en exergue dans mes livres, il est impardonnable d'ennuyer son interlocuteur. Voilà, vive les 4 valeurs du désir. Alors, je vous cite par exemple une campagne humoristique, celle que nous avons faite pour le prix d'Amérique. Normalement, on s'attendrait à voir des chevaux, puisque le prix d'Amérique en France, c'est la course la plus connue de chevaux. D'abord, on a mis un hippopotame, voilà, en disant, c'est sûr, vous allez faire sensation. Donc, cette recherche de la démarche humoristique a toute sa place. Ensuite, l'intrigue. Nous avons affaire, là, c'est du print, des journaux d'entreprise pour une société qui est expert dans la solvabilité des entreprises. Et vous voyez apparaître un mot russe que personne ne comprend. Mais c'est écrit tout à fait en bas, ça veut dire corruption. Parce que dans le domaine de la solvabilité, il faut croire ou ne pas croire certains bilans. Mais ça attire. Troisièmement, l'inattendu. Alors évidemment, moi je suis un fan de l'inattendu. Eh bien, si vous allez voir notre site, c'est studiobutterfly.fr, au lieu d'écrire blog, au lieu d'écrire ressources, on a écrit étonnez-moi. Et puis la séduction. Là, c'est le discours, c'est la manière d'écrire. Alors, il y a 2 manières d'écrire. Il y a la manière style annuaire des postes. En France, avant, il y avait en papier l'annuaire des postes qui était très chiant. Alors, il y a une manière comme ça très pédagogique, didactique, qui ne donne pas envie. Le Luberon, pour certains qui le connaissent, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit près des montagnes, avec de la forêt. Quand je fais un peu le parallèle, moi j'adore le Maroc, je dirais, mais toute chose égale par ailleurs, que ça me fait penser à Ifrane, qui est à côté de l'Atlas. Et là aussi, le Luberon est près des Alpes. Le Luberon, il y a des forêts. Alors, normalement, il faut écrire le Luberon avec émotion, avec tendresse. Alors voilà ce qu'au départ avait écrit un de mes confrères. Vous voyez, alors je prends au milieu. Vous découvrirez de nombreux villages perchés, l'abbaye de Sénanque, les charmes des marchés, les portes du Luberon, Avignon, le palais des papes. Avant même de partir, on est déjà fatigué. Quand j'ai pris le sujet, voilà ce que j'ai écrit. Ivre de couleurs, de senteurs, d'art, je ressens de toute mon âme le Luberon. Alors, je vous invite, quand vous aurez un rédacteur avec vous, de pratiquer 2 principes. L'oxymore et le paradoxe. L'oxymore, c'est quand vous associez 2 mots qui sont en apparence contradictoires. C'est quand on dit le clair-obscur. Eh bien, ça marque les esprits. Je déguste sa beauté. Vous voyez, on pense déguster un vin. Non, je déguste sa beauté. Je respire ses marchés provinciaux. Je célèbre ses peintres. J'écoute ses fontaines. Je n'ai pas dit je bois à ses fontaines. J'écoute ses fontaines. Le Luberon, une indicible sensation du bonheur de vivre. Ah, dites-moi, on a envie d'y aller dès ce soir. Donc, vous voyez que la séduction passe par le ton, le style et l'émotion. Alors, ensuite, convertir. Ah oui, vous avez séduit, l'internaute est déjà sur votre site, et bien, il faut l'amener à être convaincu de votre argumentation. Il ne faut pas oublier qu'in fine, il faut trouver des acheteurs. Alors,
la conversion dans le domaine de l'inbound passe par 3 points essentiels, 4 points. Comme je l'ai dit, la stratégie des appâts. Eh bien oui, pour attirer selon la volonté même de l'internaute, il faut lui trouver des appâts. Ces appâts induisent, un terme aujourd'hui très classique, la génération de leads, c'est-à-dire la génération de gens intéressés par votre propos et par votre appât. Ensuite, effectivement, vous recueillez des avis et il y a un terme qui est essentiel, call to action. C'est l'appel à agir. C'est pour ça que quand vous faites un site et quand je vois le nombre de sites qui sont des sites vitrines, je suis malheureux. Il faut, pas toutes les pages, mais à des pages essentielles, qu'il y ait un call to action pour inciter, inviter l'internaute à vous appeler. Et comment vous appellerait-il? Eh bien, par un terme qui est en bas, livre blanc. Bon, c'est un terme générique, c'est-à-dire quelque chose qui va l'enrichir intellectuellement, où il va y trouver son intérêt. Je vois, par exemple, mes collaborateurs, en général, vont sur des sites confrères, de concurrents, pour s'informer, pour s'enrichir, et pour des thématiques, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le data mining. Donc, vous voyez qu'il faut que vous trouviez des livres blancs qui ne parlent pas de votre produit, mais de la problématique de vos clients. Alors, je vais vous montrer un exemple qu'on a fait chez nous et qui montre comment c'est intéressant de pratiquer la démarche, justement, de génération de leads via un livre blanc avec ce que j'ai appelé, bon, comme je suis ingénieur de formation, j'avais été habitué il y a très très longtemps à travailler sur un logiciel, enfin, sur une programmation qu'on appelait Go No Go, c'est-à-dire on y va ou on n'y va pas. Eh bien, vous allez voir le résultat. Alors, on va appliquer le Go No Go. Donc, vous voyez, première opération, il y a un livre blanc. Alors, je l'ai même fait imprimer parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent lire un livre blanc. Eh bien, on leur envoie par la poste. Il ne faut pas non plus être obnubilé par le digital. Ceux qui veulent lire le livre blanc, ils le reçoivent. Et ceux qui veulent le télécharger, le téléchargent. Donc, ici, ce livre blanc qui s'appelle « De l'océan bleu à l'identité de Marx » montre une de nos plus-values différenciatrices. Eh bien, on le propose. Donc, on dit, vous voyez, passer de l'indifférence à la différence. S'ils cliquent, eh bien, évidemment, ils vont pouvoir télécharger. Il suffit simplement, évidemment, gagnant-gagnant, qu'ils remplissent un formulaire, ce qui donne déjà l'idée de gens intéressés et d'élargir notre fichier. S'ils remplissent le formulaire, on est dans l'inbound marketing. Il faut avoir, je dirais, l'éthique de les remercier. Ils ont fait un effort, ils ont donné leur nom, leur prénom, leur téléphone. Merci beaucoup. Et effectivement, j'espère que ce livre blanc va vous plaire. Mais c'est pas fini. Donc là, c'est simplement, vous voyez le résultat. Ça a été un très, très joli résultat. Il y a eu 244 téléchargements. Donc, ça a bien marché. Mais ensuite, regardez ce qui est écrit. Les gens qui ont téléchargé, on leur envoie un nouvel emailing en disant « Je souhaite être contacté ». On est en plein dans l'inbound. On ne va pas contacter nous-mêmes parce qu'ils ont rempli un formulaire. Ça serait quand même un peu du harcèlement. On envoie un emailing en disant « Je souhaite ». Et s'ils cliquent sur « Je souhaite être contacté », on leur envoie un dernier emailing de relationnel en disant « Ah, vous avez voulu être contacté. Merci de votre intérêt pour l'inbound marketing. Nous vous contactons très vite et on contacte en général ou dans la journée ou le lendemain. » Donc ça, c'est la démarche de ceux qui ont voulu télécharger le livre blanc. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui ne l'ont pas téléchargé. C'est ce que j'appelle le système Go No Go. Le système Go, ils ont téléchargé. Et ceux qui n'ont pas téléchargé, on va les laisser comme ça dans la nature? Non. Alors, on leur envoie un autre mailing ou on leur envoie autre chose, un autre appât. On leur envoie là une vidéo qui est d'un thème similaire, en espérant que, bon, ils en avaient eu marre peut-être de lire le livre blanc, mais peut-être voir une vidéo de 3 minutes, pourquoi pas. Donc, ceux qui ont envie de voir cette vidéo, dire « je souhaite être contacté », là, il faut quand même remplir je dirais le formulaire pour une prise de rendez-vous. Là, vous voyez, là, on est quand même un peu plus, puisqu'ils n'ont pas téléchargé le livre blanc. Là, on leur demande, voilà, vous voulez une prise de rendez-vous, laissez évidemment votre email, puisqu'ils ne l'ont pas laissé au départ. Et ensuite, effectivement, on leur dit, eh bien, merci beaucoup, on va vous contacter. Donc, vous voyez que ces systèmes Go, No Go est fait pour ceux qui ont téléchargé le premier livre blanc
et ceux qui ne l'ont pas téléchargé. Alors ça, nous l'avons fait la première fois, je l'ai dit presque manuellement, mais aujourd'hui, vous avez des outils de marketing automation qui font ça automatiquement, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, selon votre rythme. Et donc, nous allons voir dans quelques instants comment ça se passe, mais voilà la démarche qui fonctionne, qui élargit votre fichier et qui vous permet de contacter les gens qui ont bien voulu être contactés. Alors ensuite, je vous invite dans le domaine de la stratégie d'influence, évidemment, la présence des réseaux sociaux. Alors je vous propose la stratégie des matrioshkas. Ah, pourquoi les matrioshkas? Alors d'abord, parce que je suis d'origine russe, tout simplement, et que j'aime bien les poupées russes. Alors il faut savoir que les poupées russes, ça va toujours par scène. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que ce sont des poupées qu'on empile les unes dans les autres. Et c'est une tradition russe qu'on appelle les matrioshkas. Alors, je les ai appelés les matrioshkas parce que si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour votre stratégie de réseaux sociaux, il y a 5 opérations qui fonctionnent et que je vous suggère. Alors, évidemment, on commence par le blog. Le blog avec son actualisation. Ça, c'est sans le blog, vous êtes un film. Puis des emailing récurrents, comme vous venez de voir. Puis, ce qu'on appelle Google AdWords, c'est l'achat de mots-clés pour que vous soyez bien placé sur les pages de Google. Ensuite, évidemment, envoyer d'autres messages, être présent sur des portails similaires à votre activité et ne pas oublier, les gens l'oublient, mais pourtant ça marche très bien, des e-communiqués de presse. C'est-à-dire que les journalistes ont des plateformes sur lesquelles ils se renseignent et ils cherchent l'information. Eh bien, allez-y, c'est gratuit même. Et évidemment, il faut écrire le communiqué de presse. Mais souvent, les gens l'oublient. Donc, la stratégie des matrioshkas, c'est une stratégie avec 5 priorités, 5 actions. Si vous n'avez pas des moyens supplémentaires, c'est-à-dire si vous n'avez pas la possibilité budgétaire de vous payer des annonces sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, etc., au moins, faites ça, ça fonctionne. Nous arrivons à l'étape permettre. Là, vous voyez à gauche la photo de Seth Godin, qui pour moi est vraiment le père de l'inbound marketing. C'est lui qui a créé l'inbound marketing. Brian Halligan l'a mis en route, mais Seth Godin, parce qu'il a écrit un livre mondialement reconnu qui s'appelle The Permission Marketing. Ça veut dire le marketing de la permission. Et moi, j'ai rajouté marketing de la permission et du désir parce que je crois à la place du désir, même dans la permission. Et alors, il a écrit cette phrase que j'ai repris, qui est sa phrase mythique: n'envoyez de messages qu'à ceux qui vous en ont donné la permission. Et tout change. C'est qu'au lieu de harceler, au lieu de faire comme celui qui m'appelle pour me vendre des cuisines à 2 heures du matin, eh bien, vous avez quelqu'un qui respecte votre intimité et qui n'envoie de messages que lorsque vous en avez donné la permission. Alors, quels sont les moyens? Eh bien, voilà, les webinars. Ouais, par exemple, moi, j'essaie aussi aujourd'hui de vous faire adopter l'inbound marketing. Mais je ne vais pas du tout parler de notre société. Ensuite, vous ferez ce que vous voulez. Mais il faut, à mon sens, évangéliser sur une approche technologique, sur un concept, sur des démarches, je dirais, de comportement. Libre à vous, ensuite, par vous-même, d'avoir des initiatives plus commerciales. Ensuite, vous voyez, il y a le CRM, c'est justement ce que je viens de dire, c'est de mettre en automatisation ce que je viens de citer pour des livres blancs, le social media, des événements, des petits déjeuners débats et des vidéos, qui soient des vidéos, j'utilise beaucoup des motion design pour expliciter, pour être plus didactique, mais toujours dans la recherche de la permission. Alors, j'ai mis là un de mes multiples webinars qui, évidemment, fonctionne assez bien. Alors, on arrive à la conclusion. Alors, j'ai mis avec humour la photo de Jean-Claude Susse, de Michel Blanc. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Les Bronzés, qui est un film, une comédie très, très, très drôle, et où, justement, Jean-Claude Susse, qui est bon, il n'arrive pas à draguer, je le dis, il n'arrive pas à trouver l'élu de son cœur. Alors, quand il veut, je dirais, draguer, il a une expression, il dit: je suis sur le point de conclure, je vais conclure. C'est ce qu'il dit, je crois que je vais conclure. Voilà. Alors, je me suis inspiré de sa démarche, de son propos, pour illustrer ma thématique conclure. Et conclure, c'est fondé sur ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire, c'est qu'après avoir envoyé les messages que vous avez vus sur le livre blanc, eh bien, il y a toute une démarche à mettre en œuvre pour suivre l'internaute qui a bien voulu télécharger, pour lui envoyer de nouveaux messages, pour que lui ait l'idée à un moment donné de vous appeler. Alors effectivement, il faut que vous ayez une base de données de gens qui vous donnent la permission
de les contacter. Et il y a évidemment des outils des médias. J'espère après le confinement qu'on pourra retrouver le plaisir des événements avec des relations publiques, des relations presse, sans oublier ce qu'on oublie et que même mes collaborateurs ont eu tendance à oublier, le tableau de bord. Il faut s'obliger à avoir un tableau de bord qui est un juge de paix. Je dis à mes collaborateurs, il ne faut pas avoir peur de s'être trompé. Donc, ayez un tableau de bord et comme ça, dans des réunions bimestrielles ou mensuelles, on voit l'évolution de la stratégie de communication. Donc, si vous êtes du côté de l'annonceur, exigez de vos agences de mettre en place un tableau de bord avec ce qu'on appelle des KPIs, c'est-à-dire des Key Performance Information, c'est-à-dire des critères de performance. Alors, je vous avais parlé de marketing automation. Voilà un exemple de marketing automation. Je veux citer 3 sociétés. J'ai aucune action dans ces 3 sociétés, mais c'est celles qui tournent et qui tournent bien en France. Il y a HubSpot, c'est le leader mondial puisque c'est la société de Brian Halligan. Évidemment, il a quelques heures de vol. Il y a Plaisir, qui est une boîte française et qui marche bien et qui a l'avantage pour moi d'être tout en français. Même moi, je parle anglais couramment, mais quand même, c'est plus agréable de s'exprimer en français pour moi. Et puis, il y a Active Campaign, qui est une boîte américaine, mais aussi qui est bilingue. Donc, et puis peut-être au Maroc, il y a aussi quelques fournisseurs de marketing automation. À vous de les consulter. Et nous arrivons à la fidélisation. Alors, la fidélisation, c'est le point ultime, c'est qu'après avoir eu l'acheteur, après l'avoir séduit, après l'avoir convaincu, après lui avoir fait signer un contrat, il faut le fidéliser parce que j'aime bien vous citer une phrase de Sacha Guitry. On demandait, Sacha Guitry était un très très grand auteur dramatique français entre les 2 guerres, non, mais même après, il a vécu jusqu'aux années 60, il était réputé pour avoir eu beaucoup de maîtresses, beaucoup de femmes, et alors il y a un journaliste qui lui dit, mais enfin quand même, maître, parce qu'il est très connu, maître, qu'est-ce que vous dites de la fidélité, hein? Et alors il a eu cette phrase, il dit, la fidélité, si vous voulez, c'est souvent qu'un manque d'occasion. Je lui laisse la responsabilité de ses propos. Mais en milieu professionnel, la fidélité est un must. Si vous ne fidélisez pas vos clients, vous avez perdu déjà tant d'énergie à l'avoir comme client que le moins que vous puissiez faire, c'est de trouver les voies, le garder. Alors, il y a dans tout ce qui est écrit, le 3e point qui est très, très, très important. La stratégie Early Adopters. C'est la stratégie des nouveaux clients, des premiers clients. Alors, c'est très important parce que, imaginez, vous venez de gagner un nouveau client. Mais ce que vous ne percevez pas toujours, c'est que le nouveau client, de son état, il doute. Il doute parce qu'il se dit, ai-je fait le bon choix? Ai-je vraiment fait le bon choix? Parce que c'est la première fois que je travaille avec cette boîte. Je peux me tromper. Alors ça, c'est terrible. Parce que si s'insinue dans son esprit que peut-être il n'a pas fait le bon choix, il va devenir extrêmement exigeant, il va devenir chiant, il va voir la petite bête, il va être dans une situation d'insécurité. Votre seul objectif, c'est la confiance et la sécurité à développer chez lui. Il faut qu'il ait le sentiment de se dire, oui, j'ai choisi la société X ou Y, c'est la première fois que je travaille avec eux, j'ai fait le bon choix. Eh bien, se dire j'ai fait le bon choix, je peux vous dire qu'en termes de communication et de marketing, ça demande un certain nombre d'éléments. Donc, il y a des choses à faire. Évidemment, moi, je suis très sensible chez les clients à sérier les gens qui viennent d'être les nouveaux clients et il faut leur adopter pour eux une personnalisation de la communication pour les convaincre qu'ils ont fait. Alors, pour les convaincre, il y a d'abord toujours, je dirais presque c'est classique, il faut que vous illustrez votre expertise. Il faut que vous montrez qu'il a fait vraiment le choix de l'expert, du compétent, de celui qui sait. Alors à vous de trouver toutes les méthodes, que ce soit des conférences, des webinars, des livres blancs, des clubs, des rencontres, pour qu'il ait ce sentiment. Alors justement, dans l'action de fidélisation, vous avez une démarche qu'on va retrouver, parce que c'est une démarche où on se retrouve tous ensemble, des clubs. Vous pouvez créer des clubs, alors à vous, en fonction
du métier de vos clients, soit des clubs par segmentation de cible, soit des clubs par segmentation de prestations, à vous de voir. Mais surtout, si vous faites un club, selon moi, il ne faut pas qu'il soit nombriliste. Ce n'est pas un club pour exposer vos produits, c'est un club pour faire partager vos idées et surtout, quelque part, de susciter l'idée que ce club peut être un lieu de networking pour ceux qui sont invités, pas pour vous. Parce que si ça devient un lieu de networking pour ceux que vous invitez, ils vous seront fidèles. Alors, dernier point, co-créer. Eh bien là, c'est la démarche qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, la notion de partage, la notion d'échange devient primordiale. Et je vous invite à créer ce que j'appelle un comité VIP. Alors, j'ai fait un peu d'humour, ce n'est pas Very Important Person, c'est Value Innovation Programme. C'est-à-dire que vous créez un comité qui se réunit peut-être 1 ou 2 fois par an pour imaginer de nouvelles offres, de nouvelles distributions, de nouvelles communications, de nouvelles voies de marketing, de nouvelles démarches commerciales, que sais-je. Et pourquoi pas, à vous de le sentir, pour les aspects des offres, je dirais, réelles, matérielles, ou des offres de prestations, vous pouvez inviter quelques clients très fidèles qui vous donnera le ressenti du client. Mais je suis assez dubitatif parce que, comme je le dis, le client, il a le syndrome du rétroviseur. Mais à vous de voir. Alors, vous pouvez ensuite faire des relations publiques, des événements communs. Et moi, je suis aussi sensible, dans des domaines complexes, de proposer aux clients les plus fidèles des voyages d'études pour voir ce qui se fait dans un pays étranger, ce qui se fait dans un autre univers, ce qui ouvre effectivement les débats et les relations. Alors, après ces 7 étapes, je vous montre effectivement un exemple de comité VIP où il y a des échanges de créativité, réunions trimestrielles, benchmark, on analyse les concurrents et on fait des nouvelles offres avec du test and learn. Alors, on arrive à la fin, mais à la fin, je voudrais mettre l'accent, comme je vous l'ai dit, sur la notion de partage et sur la notion de collaboration entre même clients et fournisseurs. Et c'est pour ça que mon plaisir, c'est de vous présenter une phrase qui est pour moi l'alpha et l'oméga de ce que je fais et de ce que je partage. C'est une phrase de Jeremy Rifkin, qui a écrit un livre qui a eu un succès mondial il y a quelques années, qui s'appelle La 3e révolution industrielle. Lisez-le, parce qu'il a été assez visionnaire. Et il a dit, parmi tout ce qu'il a écrit, le nouveau modèle économique sera fondé sur le partage et les communautés collaboratives. Vous voyez apparaître les 2 mots-clés, le mot partage et le mot communauté collaborative. Alors, ce soir, je suis très heureux d'avoir partagé avec vous mes idées sur l'inbound marketing. J'espère que vous aurez le souhait peut-être de vouloir recevoir ce PowerPoint. Et fidèle à, je dirais, mes convictions, je vous invite, si vous le voulez bien, à lire mon livre « L'inbound marketing au quotidien » où vous retrouverez tout ce que je viens de dire. Et comme je me le suis promis, j'ai tenu exactement 1 heure. Merci beaucoup, merci de votre écoute. Et je rends le micro aux organisateurs. Merci, et je suis évidemment ouvert à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Gabriel, pour la présentation. Et merci beaucoup pour l'ensemble des tactiques et des étapes que vous nous avez partagées, parce que personnellement, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai noté des choses que je ne faisais pas et c'est le temps de revoir un petit peu ma stratégie. Alors là, on ouvre le débat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, sinon il suffit juste de lever la main pour ceux qui sont avec nous au niveau de Zoom. On vous donnera la parole pour et donc, ce que je vous demande, comme moi je ne les vois pas, Farah, si vous voulez bien me les transmettre par oral. Bien sûr, bien sûr. Donc, on a déjà une première question parce Oui. que vous avez évoqué beaucoup la partie blog sur le site. Oui. On a une question de Sabar qui se demande est-ce qu'il faut lier le blog au site ou vaudra mieux séparer les deux? Alors, les deux, mon général, comme on dit. J'ai une vision que, pour moi, d'un point de vue commercial, d'un point de vue de l'efficacité, il vaut mieux mettre le blog au sein du site. Parce que dans les articles du blog, il est plus facile de mettre des liens qui reviennent à des rubriques du site. C'est pour des questions d'efficacité, pour des questions je dirais, de pertinence.
à 80%, je suis favorable à ce que le blog soit intégré dans le site. Par exemple, dans notre site studiobutterfly.fr, le Étonnez-moi, qui est notre blog, se trouve au sein des rubriques du site. Cependant, si vous êtes très innovateur et si vous maîtrisez une science, je pense peut-être à l'intelligence artificielle, vous pouvez alors prétendre, et il faut avoir une certaine qualité et peut-être même un certain renom, vous pouvez prétendre de faire un blog macroéconomique qui traite de tout le sujet. Je vous pense à un de mes clients qui s'appelle le cabinet Dorman. Ils ont un site, ils sont un des leaders dans le recouvrement de créances. Ils ont vraiment une position de premier plan. Alors, après discussion, ils ont décidé d'avoir un blog à part sur uniquement la thématique du recouvrement de créances. Mais moi, je leur ai quand même conseillé, d'un point de vue plus technique, plus pragmatique, d'avoir aussi des actualités sur leur site. Donc, vous voyez, on peut faire les deux. Mais si j'avais une préférence, ça serait de mettre le blog au sein du site. Voilà. Allô? Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. Donc l'attente d'autres questions. Si on reste sur le blog et en termes de contenu, en fait, est-ce qu'il y a une norme en termes de temps ou là, de contenu à mettre? Est-ce qu'on est à l'actualiser une fois par semaine? C'est quoi la norme, en fait? Tout dépend également du secteur d'activité. Et puis aussi de vos ressources. Si vous avez des gens autour de vous, si vous l'écrivez vous-même, etc. Je dirais que si vous arrivez dans le B2B, parce que nous avons surtout des clients B2B, dans le B2B, si vous arrivez à écrire une fois tous les 15 jours, c'est moyennement bien. L'idéal, pour moi, c'est une fois par semaine. Mais une fois tous les 15 jours, de manière récurrente et régulière. Alors, quand je dis écrire, je veux parler d'un message. Ça peut être un article, ça peut être une vidéo, ensuite ça peut être une infographie. Enfin, de mettre un message, ça peut être la mise en avant d'un événement. C'est une fois par semaine, c'est l'idéal pour moi. Et si on a ou la flemme, ou si on n'a pas les ressources, ou si on n'a pas la personne qui peut écrire, au moins une fois tous les 15 jours. Mais alors vraiment, l'élément essentiel d'un blog, j'allais dire de manière un peu humoristique, ce n'est pas le contenu, c'est la périodicité. Il faut vous engager à avoir une périodicité parce que rien n'est plus désagréable et même, je dirais, négatif pour l'activité commerciale, c'est de voir des blogs où les articles datent mai 2018, septembre 2019, et on est en 2020. Ça, c'est à bannir. Il vaut mieux ne pas avoir de blog du tout que d'avoir des articles qui datent d'un an. Et ça montre que le site n'est pas mis à jour. Tout simplement. En plus. C'est une première mal vue voilà. D'un site. Alors, moi, je ne suis pas pour… Bon, alors, si vous êtes dans le B2C, quelquefois, écrire tous les 3 jours. Vous voyez, par exemple, je le dis, moi, j'ai une autre passion qui est au sein de ma société. J'écris pour le théâtre, je mets en scène et je produis des pièces de théâtre. Bon, c'est une autre de mes passions qui est d'ailleurs sur notre site. Eh bien, nous avons fait un blog pour la pièce de théâtre que j'avais produite l'année dernière et on écrivait tous les jours parce que tous les jours, il y avait une représentation. Donc, vous voyez, ça dépend aussi de la situation de votre prestation. D'accord. Donc, en restant toujours au niveau du blog, on a une question de Madame Souad Sneibi qui se demande est-ce que le contenu doit être lié forcément à l'activité et encore pour compléter ce point, comment bien maîtriser l'art de la rédaction du contenu? Bon. Alors là, il y a 2 questions dans ce que vous me dites. La première, est-ce que le contenu doit être lié à votre activité? Je te réponds encore oui et non. C'est vrai que si vous avez quelque chose d'innovant, de percutant de votre activité, un nouveau produit, une nouvelle prestation, oui, bien sûr, parce que ça sert aussi à promouvoir votre vocation et votre positionnement. Mais un blog est fait pour l'élargissement de la pensée. Effectivement, si vous êtes dans le domaine, j'ai un client dans le domaine du nettoyage, il ne va pas écrire sur la danse ou sur le théâtre. Mais par exemple, dans le domaine du nettoyage, je lui ai suggéré d'écrire sur l'hygiène, sur l'environnement, sur ses produits, sur le rapport avec d'ailleurs maintenant le coronavirus. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'élargissement de la place de votre société comme, c'est ce que je dis souvent, c'est ce que j'appelle la vision de la société. Quel est le rôle sociétal de votre société? Nous avons tous un rôle sociétal. Et donc, vous pouvez piocher des thèmes dans le rôle sociétal de votre société,
le rôle donc humain, le rôle, je dirais, écologique, environnemental, etc., pour trouver des articles. Et puis, je vous dirais, je l'ai dit, sachez, mais ce n'est pas évident, utiliser l'impertinence même dans la manière d'écrire. Alors évidemment, moi je suis un homme qui adore le théâtre. Moi j'écris même des articles sous la forme de dialogue, comme s'il y avait le client et le fournisseur qui parlaient. Il faut inventer de nouvelles démarches de rédaction. Et à ce moment-là, c'est toujours dans l'objectif de séduire et de plaire, il faut que la rédaction donne envie de lire jusqu'au bout. Alors, il y a 4 méthodes que je vous suggère. Alors d'abord, il faut effectivement, je dirais une méthode un peu contraignante, s'inspirer, être en relation, mais pas de la dictature du SEO, de l'influence de la SEO. Parce que moi, ça m'énerve quand on dit ah oui, mais dans le SEO, il faudrait que vous employiez tel mot dans tel titre. Oui ou non? Parce qu'il faut d'abord écrire des articles qui plaisent. Alors, il faut analyser les exigences du SEO pour le référencement, mais il ne faut pas en être esclave. Donc, premièrement, il y a quand même cet exemple. Deuxièmement, il faut que l'écriture soit limpide, c'est-à-dire il ne faut pas écrire d'un G, il faut qu'il y ait des titres et des intertitres à votre discours. Et ça, c'est un point pour que là, le lecteur puisse entrer dans votre article là où il veut. Il veut rentrer le premier paragraphe, il rentre au premier. Il veut rentrer au deuxième, il ne faut pas l'obliger à tout lire. Le troisième, ça, c'est une exigence que j'ai vis-à-vis de mes collaborateurs ou moi-même quand j'écris. Un intertitre ne doit pas être un intertitre d'introduction. Il ne faut pas dire introduction ou de dire situation de ma société. Il faut à chaque intertitre mettre une plus-value, mettre l'élément conclusif de tout ce que vous racontez après. Au moins que les gens, quand ils ne lisent que les intertitres, ils ont compris l'article. Quatrièmement, alors je vous le livre, c'est un de mes tocs, c'est un de mes obsessions. C'est pas évident parce que là, je dois dire que j'ai en face de moi un public marocain, mais en France, en parlant français, j'interdis pratiquement, autant que faire se peut, l'utilisation du verbe être. Ah, et pourquoi? Eh bien, faites l'expérience. Moi, la France, grammaticalement, c'est une œuvre d'art. Quand vous utilisez le verbe être, vous utilisez, mais basiquement, une forme passive. Hein? L'auditoire a été séduit par l'intervenant. Hein? A été séduit. Bon, c'est bien. Mais si vous dites l'intervenant a séduit l'auditoire, vous voyez déjà la démarche d'action et la démarche active. Alors, si vous essayez au moins d'enlever tous les verbes être, autant que faire se peut, vous pouvez dire évidemment dans un mail « je suis heureux de vous avoir reçu », mais si dans un discours, vous pouvez enlever tout le verbe être, vous avez un article ou un texte ou un discours particulièrement dynamique. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, on a aussi une question de Amine, chef du Facebook, qui demande quelles sont les techniques efficaces pour un storytelling impactant, si je veux dire. Là, évidemment, j'allais dire avec beaucoup d'humour, faites du théâtre. Parce que moi, j'écris. Non, il faut s'inspirer de la thématique qui est « il faut raconter une histoire ». Et bien, quand on raconte une histoire, il y a l'exposé, il y a toujours, même au théâtre c'est pareil, il faut qu'il y ait une situation d'intrigue, il faut poser des questions et il faut donner la réponse. Un exemple qui marche très bien, commencez vos articles par une question, par un questionnement, du style « est-il possible de se passer d'un blog ?» Point d'interrogation. Et puis, vous racontez une histoire. Et puis, il faut s'inspirer de cas réels. Et moi, je trouve que c'est bien d'y mettre une anecdote. Je vous donne encore un exemple. J'ai écrit donc mon précédent livre et je suis très sensible à mettre l'accent sur le fait qu'il faut que la société se rapproche des points de contact de ses clients pour pouvoir évidemment diffuser la bonne parole. Et en anglais, on parle de touching points. Eh bien, exprès, j'ai essayé de trouver une anecdote. Alors, quand vous intégrez une anecdote, c'est de la respiration. Eh bien, je vais vous la citer, l'anecdote sur le point de contact. J'ai lu dans une revue américaine, le Washington Post, qu'une agence de pub américaine avait voulu voir si la réputation ou la notoriété ou la légitimité de quelqu'un pouvait supplanter le fait qu'il allait se produire dans un endroit, mais qui n'était pas du tout
attendue, qui était aberrante. Et ils ont demandé à un violoniste mondialement connu, qui s'appelle Joshua Bell, de jouer à une heure de large audience dans le métro. Joshua Bell, pour vous dire, quand il joue au Metropolitan Opera, les sièges sont de 500 € par personne. 500 $, par personne. Alors, il s'est prêté à cet exercice. Et donc, il est allé jouer, lui, Joshua Bell, à New York, en plein centre de la cité, c'est un Rockefeller Center. Il a joué, je ne sais plus, je crois qu'il a dit la symphonie, le concerto numéro 20 de Mozart, qui est un concerto sublime, etc. Résultat, personne ne s'est arrêté. Tout Joshua Bell qui était, les seuls qui se sont arrêtés, ce sont les enfants. Et oui, qui étaient émus par cette musique et puis la dextérité. Mais les autres, personne, il fallait aller à son travail. Eh bien, le fait de mettre une telle histoire dans un récit axé sur les touching points ou les points de contact, eh bien, ça a donné énormément de lecteurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Il y a une autre question, en fait, ou un commentaire en fait, de Sislimani qui se demande, je pense que le principe de e-power marketing ou le marketing entrant est que les clients qui vous retrouvent. C'est l'attraction des clients à travers le contenu et les interactions pertinentes. Quelles sont les composantes de cette pertinence en fait? Ça me fait plaisir parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre, d'ailleurs je vous le dis, qui va paraître le 5 décembre, mais là, qui est un peu l'évolution de l'inbound marketing. Je l'écris avec un partenaire, je vous dis son nom, c'est Laurent Olivier, qui est le PDG d'une autre agence de communication avec qui je suis très, très partenaire et qui va s'appeler de l'inbound à l'ABM, c'est-à-dire de l'inbound à l'account-based marketing, qui est la gestion des grands comptes. Et alors, cette question est récurrente, je vais la traiter dans le livre. C'est ça, je dirais, ma plus-value. C'est la différence. Or, la différence, point de salut. Si vous n'êtes pas différent, vous n'arrivez pas à attirer les gens. Vous savez, même moi, je prends mon cas. J'étais patron d'une agence qui marchait très bien, mais qui était une agence qui s'appelait Agence de communication globale. Bon, eh bien, nous faisions de la créativité, les études marketing, etc. Mais qu'est-ce qu'il fallait se battre pour être retenu, parce qu'on était toujours en compétition avec une autre agence qui était aussi une agence de communication globale. Depuis 2015-2016, où j'ai positionné notre agence sur l'inbound marketing, et un inbound marketing où se mêlent le désir et les besoins, eh ben, j'ai le plaisir de constater que j'ai beaucoup moins à rechercher des clients, ils viennent naturellement. Donc, ce qui me permet de cette attractivité, de cette pertinence, c'est la différence. Et pour la différence, je vous invite à pratiquer, vous les retrouvez dans mes écrits, ce que j'appelle le mapping de positionnement. Le mapping de positionnement est une méthode que j'ai mise en œuvre, que j'applique et qui est le début, le prérequis de toute relation avec un prospect ou un client pour commencer à trouver son positionnement différenciateur sur lequel on s'appuie pour élaborer tout le reste. Mais la différence, c'est ce qui marque l'appel aux clients parce qu'ils vous reconnaissent, ils vous identifient et il vous reste à les séduire. Alors, regardez, moi je vous propose de taper sur Google mapping de positionnement et vous verrez un peu comment ça fonctionne. Merci beaucoup pour le partage habituel des outils et des sources pour améliorer nos acquis. Je reprendrai quelques questions autres. Oui. On a une question de Fatima. Elle se demande quels sont les critères à utiliser pour fixer les objectifs SMART et quels sont les réseaux sociaux à prioriser quand on est une nouvelle société de location de voitures. Alors, j'ai aussi d'ailleurs, c'est amusant parce que mon prochain webinaire, alors il faudrait qu'elle revienne, c'est Fatima? Oui, c'est Fatima. Alors j'invite Fatima, mais au mois de fin juin, je serai en relation avec Driss peut-être, parce que je suis en train de préparer un nouveau webinaire qui va s'appeler Startup et Inbound Marketing, un mariage d'amour et de raison. Parce que je trouve justement que dans le domaine des startups, il ne faut pas dépenser des sommes importantes. Il faut avoir une démarche de progressivité et pour ça, la pertinence vient à mon sens sur 3 points. La première,
d'avoir une réunion de co-création, alors avec son conseil ou un interne, plutôt avec un œil extérieur, moi je trouve c'est pas mal, pour définir 4 points importants. Et là, je suis très précis parce que c'est ce que je suis en train de traiter pour mon futur webinaire sur les startups. Premièrement, vraiment, je me répète et je me répète, établir par une phrase, par l'expression de mots-clés, par des plus-values, la différence de votre activité. C'est-à-dire, quand j'entends location de voiture, il faut trouver quelle est la différence dans cette location de voiture par rapport aux autres. Il faut apporter… Vous voyez, en France, au début, pourquoi les VTT ont eu un tel succès, les Uber, le cab, etc. Tout simplement parce qu'ils offraient une bouteille d'eau et ils ouvraient la porte du taxi aux gens qui leur demandaient leur service. Vous voyez, la différence, ça avait été l'amabilité, le service et l'ouverture. Donc, il faut, à mon sens, que cette start-up trouve sa différence et qu'elle l'écrive noir sur blanc. Cette différence doit induire une ligne éditoriale, des thématiques, une signature, parce que la signature, c'est le reflet photographique de la différence. Je vous donne un exemple, encore, pour bien marquer les esprits. J'ai travaillé pour l'Institut hospitalier franco-britannique. C'est un hôpital français, et les hôpitaux français privés, ben, ils ont le même problème que s'ils avaient une entreprise. Si vous n'avez pas des malades, vous n'avez pas de subvention. Donc, il fallait trouver des malades. Mais les malades, il y a un autre hôpital qui était beaucoup plus chic, beaucoup plus agréable, qui n'était pas loin, parce que l'Institut hospitalier se trouvait à Levallois, une banlieue de Paris, et l'autre hôpital se trouvait à Suresnes. Et l'autre hôpital, eh ben, ils engrangeaient des malades, d'où des subventions. Qu'est-ce que était la différence de l'hôpital, l'Institut hospitalier franco-britannique? Alors, ils m'ont dit, je suis allé les voir, ils m'ont dit, vous savez, nous, l'Institut hospitalier franco, nous soignons très bien les malades. Ben, je dis, écoutez, c'est la moindre des choses, non? Vous ne croyez pas que… Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de les soigner? Et d'ailleurs, l'hôpital de Suresnes avait ce mot qui, à mon sens, un peu aberrant. Ils avaient comme signature, hôpital Foch, Suresnes, notre vocation, vous soigner. Eh bien, heureusement, hein, vous voulez faire quoi? Qu'ils vendent des frites. Alors, j'ai dit à l'Institut hospitalier, il faut trouver une différence. Alors, on a analysé, on s'est approfondi, il y a eu des entretiens, et la différence, c'était, je leur ai proposé d'adopter la philosophie du care. La philosophie du care, c'est une démarche faite par un Anglais qui dit qu'il faut s'attacher au bien-être de l'autre et agir avec bienveillance. Eh bien, la signature de l'Institut hospitalier, son nouveau logotype, ça a été au-delà du soin, vous comprendre. Et qu'est-ce que ça a été dans les faits? Eh bien, ils ont essayé d'entourer le malade d'une atmosphère qui est sensiblement égale à celle qu'il a chez lui, dans son univers, avec sa famille. Et nous avons même poussé des engagements, et ça m'a beaucoup plu, c'était dans les réunions VIP, à ce qu'aux urgences, les malades de l'Institut hospitalier n'attendent que 2 heures. Et ça leur a fait une image formidable. Donc, dans la location de voiture, il faut trouver une différence. Il faut ou apporter quelque chose, mais marquer sa différence. Ça, c'est le premier point lors d'une journée de co-création où on élabore ces points-là. Ensuite, et je l'ai dit, les 2 points fondamentaux, c'est le site interactif, le blog et finalement les appâts. Il faut trouver un certain nombre d'appâts qui va permettre de faire venir à soi les clients, les prospects. Il faut l'imaginer et les appâts qui vont constituer la base de ce qu'on a vu, les landing pages, les actions sur Internet. Donc, je me répète, la différence par un positionnement différenciateur, le site interactif, le blog et la stratégie des appâts. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, c'est Fahima et elle nous vient de l'Algérie. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir d'autres nationalités qui nous suivent. Alors, ce que je voulais dire à cet ami algérien, moi, je donne pas mal de conférences à Tunis, je donne beaucoup de conférences à Casa. Il me serait agréable d'être invité à Alger. Alors, pourtant, j'adore, je le dis, j'adore l'écrivain Albert Camus, qui est pour moi mon écrivain fétiche, qui est né en Algérie, qui est né et qui raconte dans ses livres le quartier Bellecour. Alors, j'aimerais bien un jour visiter le quartier Bellecour d'Alger. Voilà, je laisse passer le message. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va revenir aux questions qui nous viennent aussi de Zoom. Oui. Il y a Rachid qui vous remercie pour la conférence et il revient à la question du harcèlement. D'accord. Oui. Alors, il dit est-ce qu'on doit éviter les services des centres d'appel
pour la prospection de nouveaux clients, sachant qu'au Maroc, le targeting des clients est difficile sur les réseaux sociaux? Alors, je sais ça, on me l'a dit. Moi, je pense que les réseaux sociaux, ce n'est pas le début, ce n'est pas le Graal d'une action de communication. Il faut vraiment se poser la question. Alors, j'ai d'ailleurs, un autre webinaire qui s'appelle de l'analyse des personas au marketing digital. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan digital pour intéresser les gens dans le cadre de l'inbound marketing? Il faut une très bonne analyse des personas. Là, oui, il faut faire des études. Il faut aller interviewer, rencontrer, discuter, poser des questions à ce qu'on appelle à vos clients idéaux, qu'on intitule persona. Et il faut définir ce qui est un point intéressant, je ne l'ai pas mis la slide, c'est the Digital Customer Journey. Bon, j'ai trouvé ça parce que c'est Oracle qui l'a inventé. Ben, vous voyez, c'est le voyage, non, c'est the Customer Digital Journey, le voyage digital du client. Et j'ai dit bien le voyage parce que il y a Oracle, qui est la boîte qui a inventé ça, il a parlé de journey, de voyage. C'est un point clé. Il y a 3 points clés dans l'analyse des personas, si vous me permettez. Il y a justement ce Customer Marketing Journey. Il faut étudier où vos clients vont s'informer, même pas obligatoirement sur votre produit. Qu'est-ce qu'ils regardent? En France, par exemple, il y a le site du journal Le Monde ou de BFM TV, ou quel que soit le métier qu'on a, on va regarder les informations. Il faut connaître le voyage digital du client. Deuxièmement, il faut connaître son comportement rationnel et émotionnel. Ça, ce sont des interviews qu'il faut avoir avec vos clients et puis avec des prospects. Et troisièmement, on oublie souvent, parce qu'on n'a pas envie de se faire mal au cœur, il faut connaître ce qu'on appelle les points de douleur. Pourquoi ils ne viennent pas acheter chez vous? Eh bien, ça, il faut bien l'analyser. Pourquoi ils vont ailleurs? Pourquoi ils n'ont pas envie de passer auprès de vous? Là, quand vous avez déterminé ces 3 points, vous déterminez les canaux digitaux ad hoc. Et ce n'est pas la peine de se focaliser sur les réseaux sociaux si peut-être le voyage digital de vos clients ne passe pas par les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Mais il faut adapter les réseaux sociaux, il faut adapter le marketing digital à la personnalité de vos clients. D'accord, il n'y a pas mieux que l'adaptation pour répondre aux besoins clients. En parlant du client, en fait, on a une… Oui, alors je vais vous dire, il y a un point, je vous coupe. Quand vous me parlez de ça, il y a un point que j'ai oublié, que moi-même, j'ai approfondi et j'ai engagé quelqu'un pour ça, parce que j'ai trouvé ça excitant, et moi, je suis excité par tout ce qui se fait maintenant sur le monde digital. C'est ce qu'on appelle le data mining. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher par des appâts un certain nombre de clients, vous pouvez aujourd'hui, grâce en B2B, à LinkedIn en particulier, ou grâce à d'autres sites, faire ce qu'on appelle de l'extraction de données. Donc, vous avez des boîtes qui vous vendent des logiciels. Alors, je vous en cite. Ça serait bien que vos auditeurs puissent peut-être aller phosphorer, comme nous avons phosphoré et que nous avons mis en pratique. Donc, je vous cite. Il y a avec LinkedIn ce qu'on appelle Sales Navigator. Il y a un logiciel que j'utilise, que mon équipe utilise bien, qui est Prospectine. Il y a aussi NeoDeal. Et il y a aussi Phantom Buster. Ouais. Tout ça, eh ben, je vous invite à le phosphorer parce que c'est de l'extraction de données de gens potentiellement intéressés par votre activité. D'accord. En parlant des personnes qui seront intéressées par les activités, on a une question de Yazidi qui se demande est-ce que le inbound marketing est adapté à n'importe quelle audience? Très bonne question, comme d'habitude, on me la pose souvent. Il y a, je dirais, comment ça s'appelle, le crédit du cœur. Je le dis de manière un peu humoristique. C'est-à-dire que l'inbound marketing est parfaitement adapté au B2B. Dans le B2B, alors là, moi j'ai l'expérience, ça fonctionne parce que vous avez assez rapidement même la différence par votre prestation, par votre produit, etc. Et puis, tout ce qui relève des appâts classiques, le livre blanc, l'infographie, les vidéos d'évangélisation, les motion design, les invitations, les petits déjeuners, ça fonctionne. Donc, dans le B2B, aucune hésitation. Dans le B2C, je suis un peu plus réservé. Ça dépend du produit. Vous voyez, par exemple, nous avons
j'aime bien, c'est pour ça que j'adore la communication, parce qu'il y a une diversité d'activités. Eh bien, nous avons, je ne sais pas, ça marche bien au Maroc. Nous avons un nouveau client qui est l'Ayurveda. Ah, vous ne connaissez pas l'Ayurveda? Mettez-y à l'Ayurveda. C'est une forme de yoga d'origine indienne. Et au Maroc, ça marche assez bien. Il y a pas mal de centres ayurvédiques pour les gens qui veulent se relaxer. Donc, on est dans le B2C. Eh bien, dans l'Ayurveda, nous allons mettre au point une stratégie de inbound marketing. Voilà. Mais ce n'est pas l'idéal des idéaux. C'est-à-dire que le B2B correspond entièrement à l'inbound marketing. Et si on compare produit-service, c'est la même chose? Oui, ou c'est oui. mieux adapté à l'un des deux? Alors, dans le B2B, nous avons des clients dans le service, des clients dans les produits. Ce qui compte, c'est pas le produit comme d'habitude, c'est le client, c'est l'audience, c'est le prospect. Et donc, dans le B2B, il y a toujours une relation d'une entreprise à une entreprise, que ce soit les services ou que ce soit les produits. D'accord. Donc, on a une autre question au niveau du chat, et c'est par rapport à l'évaluation ou les objectifs SMART qu'on peut mettre en place pour évaluer un petit peu la stratégie. Et vous avez parlé de l'évaluation et une réunion qu'il faut prévoir pour regarder les chiffres. Alors, quels sont les indicateurs qu'on peut mettre en place? Alors, ça, ce serait un peu long parce que les indicateurs dépendent aussi de l'exigence du client. Alors, il y a 4 types d'indicateurs, mais après, il faudrait les détailler. Donc, je vous engage. Ah oui, non, mais ça, je ne l'ai pas encore écrit. Bon, si on revient, par exemple, à prendre l'exemple de la start-up qui est dans la location de voitures. Si il est amené à mettre en place les KPI marketing et qu'il est tenu à faire des KPI, qu'est-ce qu'elle peut mettre? Alors, quand on démarre, il y a un degré, il y a le critère de visibilité, c'est-à-dire le nombre de visiteurs, le nombre de gens qui répondent à un CTA, c'est-à-dire que ça, c'est de la visibilité. Est-ce qu'il y a un flux de visiteurs qui vont sur le site et qui ne s'en vont pas? Donc, dans le nombre, il y a, je dirais de manière de mémoire, le nombre de visiteurs, le nombre de gens qui ont rempli un formulaire et un point très important qui juge la valeur de votre site et de votre action, le pourcentage de rebond. Le pourcentage de rebond, c'est aussi pour moi très important quand je regarde les tableaux de bord. C'est le nombre de gens qui arrivent sur votre site et puis au bout de, 20 secondes repartent. Et bien ça, Google Analytics vous le montre. Donc si vous avez plus de 50% de gens qui ne restent pas sur votre site, posez-vous des questions, ou sur votre site ou sur votre produit. Donc ça, c'est la visibilité. Ensuite, il y a le critère de leads. Moi, je vous encourage à faire des actions de landing page, de page d'atterrissage, et puis tout simplement de voir, comme je viens de le faire, le nombre de gens qui ont rempli un formulaire. Ça, c'est immédiat. Donc ça, c'est un critère de performance. Et puis, il y a un critère aussi je dirais, d'engagement, comme on dit. C'est le nombre de gens qui likent, qui appellent, qui répondent, qui posent des questions. Là aussi, alors, ce sont les 3 premiers critères. Et puis ensuite, il y a toute une analyse avec, en fonction des moyens de la startup, de mettre en place une stratégie de KPIs qui va être un juge de paix. Mais il y a par exemple, moi je le dis, moi je me suis inspiré d'un livre blanc, voyez, parce que moi-même je n'avais pas développé suffisamment les critères de performance. Il y a un livre blanc, il faudrait peut-être que l'interlocuteur tape sur Google livre blanc KPIs et peut-être qu'elle trouvera un document très complet sur tous les KPIs et puis elle n'a qu'à choisir ce qui lui correspond. D'accord. Et il vaut mieux qu'on ait des KPI faciles à calculer, mais à bien remonter. sûr, Pas beaucoup d'investissement. Mais des fois, il y a des KPI que tu n'as même pas la donnée et là, tu te retrouves avec une mauvaise prise de décision. Et puis alors, il y a des gens pour pour gagner un peu d'argent, vous flanquent des pages entières de KPI qui ne servent à rien. Non, le nombre de visiteurs, le nombre de leads et le nombre d'engagements, c'est déjà très bien. Bon, j'ajouterais peut-être le pourcentage de rebond parce que ça montre la valeur du site. Très bien. Donc, on a une question au niveau de Facebook. On demande quelle est la relation entre la stratégie SERPA que vous avez présentée et le Marketing Digital Framework. Et le marketing digital? Framework. Voilà, framework, ça veut dire quoi, framework?
ou peut-être marketing digital. Alors, marketing digital et inbound marketing selon la stratégie Sherpa. Du Sherpa. Alors, pour moi, évidemment, je l'invite à même à aller sur mon site, à la page d'accueil, je crois, il y a toutes les actions de marketing digital selon chacune des étapes qui sont répertoriées. Je ne sais pas si c'est dans la page d'accueil ou si c'est dans une des rubriques inbound marketing. Est-ce que vous pouvez partager votre site web, comme ça on peut… je ne sais pas partager, mais il est écrit là, il y a écrit sur la page qui est laissée, Studio Butterfly. Maintenant, okay, voilà. Non, il y a écrit .prod, parce que moi-même, je ne sais pas sur quelle page est cette information, mais il y a une slide, il y a un graphe où il y a pour chacune des étapes toutes les actions digitales à mettre en œuvre. Mais je dirais que pour moi, l'inbound marketing repose en fait sur 3 médias. Et comme ça, c'est très clair. À 70% sur le marketing digital. L'inbound marketing se fonde sur toute la démarche du marketing digital, mais dans une démarche, comme on dirait en anglais, appealing, c'est-à-dire incitative à ce que la personne vous appelle. À 70%, c'est le marketing digital. Moi, j'ajouterais à 20%, ce sont les relations presse et les relations e-relations presse, et à 10%, les relations publiques. D'accord. On a encore une autre question de Serge volontiers. Bonjour, excellent webinaire, donc un grand merci. Ma question, c'est par rapport au retargeting. Oui. Comment utiliser l'inbound marketing pour aider l'entreprise pour recruter les nouveaux clients et ainsi que les critères de réussite pour ça. Pour les critères, pour recruter des gens, vous voulez dire, pour recruter des… Voilà, donc comment utiliser l'inbound pour aider l'entreprise pour recruter les nouveaux clients, voilà. Les nouveaux clients. Voilà. Eh bien, effectivement, c'est… bon, en B2B, il y a un outil que je vous suggère d'investiguer, c'est LinkedIn. LinkedIn a aujourd'hui une panoplie de propositions, de logiciels pour recruter de nouveaux clients qui est très… Bon, ils vont gagner des millions et des milliards parce que comme ils ont une base de données énorme de dirigeants d'entreprise, pour eux, c'est une valeur inestimable. Alors, il faut utiliser les deux plans, c'est-à-dire à la fois les LinkedIn Ads, c'est-à-dire mettre de la communication sur LinkedIn selon une segmentation, une typologie, un comportement, mais c'est à l'homme de marketing de cette société de s'attacher LinkedIn, enfin d'aller voir ou d'aller parler avec une agence pour définir les personas selon les critères de LinkedIn. Il y a des segmentations. Vous pouvez, par exemple, nous, on avait envie de toucher les PME du nord de la France spécialisées dans des domaines du plastique. Eh ben, vous mettez tout ça noir sur blanc, vous envoyez tout ça à LinkedIn et vous avez un tableau alors, ils ne vous donnent pas tous les emails, etc., mais selon ils vous disent, mais donnez-nous votre annonce avec des CTA, de call to action, et puis elle sera mise sur tous ceux de la segmentation et de la typologie que vous avez cités. Donc ça, c'est la partie LinkedIn Ads. Effectivement, vous avez la deuxième partie, la recherche d'adresse email, qui est liée à votre vocation. Et là encore, vous proposez à LinkedIn une segmentation, une typologie, des revenus, vous voulez les cadres dirigeants. Tout ça, c'est dans les tuyaux. Et moyennant finance, vous avez la possibilité de les choisir. Et effectivement, il faut toujours qu'il y ait un CTA, un call to action, parce que vous allez recueillir et les adresses email, les noms des dirigeants et effectivement des relations beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus proches. Et je dirais que si j'avais une idée, c'est ce que nous avons fait nous il y a 1 an avec notre agence, c'est d'investiguer tout ce que propose LinkedIn en B2B. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous détailler plus le Sales Manager de LinkedIn, comment on peut l'exploiter le Sales Navigator. Le Sales Navigator. Alors, moi, là, ici, je n'ai pas trop le temps parce que c'est toute une démarche, tout un process. Moi, ce que je suggère à votre interlocuteur, eh bien, c'est ou bien de suivre une formation LinkedIn, je ne sais pas si elle est payante ou gratuite, sur Sales Navigator. Il y a deux logiciels qu'il faut connaître. Alors moi, je dirais mes collaborateurs le connaissent beaucoup mieux que moi parce que moi, je survole ça. C'est Sales Navigator et celui que mes collaborateurs en trouvent maintenant plus performant, c'est Prospectin. Eh bien, voilà, qu'ils aillent approfondir ça et qu'ils l'exigent de leurs agences. D'accord, moi aussi, je suis en train de noter en parallèle. Non. Et nous l'appliquons. Alors, je sais que nous, on l'applique,
mais c'est mon collaborateur qui est beaucoup plus brillant que moi et qui… Alors, je sais qu'il faut suivre un process, il faut remplir des cases, il faut donner évidemment toute cette segmentation et typologie, il faut payer une certaine somme, et puis, mais ça a donné des résultats. D'accord, d'accord. Donc, merci beaucoup, Monsieur Gabriel. En fait, on n'a plus d'autres questions. Si vous avez un dernier mot à partager avec l'audience, surtout peut-être, j'aurais une question personnelle, je suis désolée, peut-être pour les TPE qu'aujourd'hui n'ont pas forcément un marketeur, n'ont pas forcément une personne digitale en interne, mais qu'il a peut-être à faire les choses avec ses moyens de bord. Quel serait votre message à ce type d'entreprise? Alors, je vais il y avait un premier ministre, un président du Conseil français qui s'appelait Léon Blum, qui en 1936 avait une expression, il disait « Quand on est un homme politique, on est sincère, ou bien on se répète, ou bien on change de parti. » Eh bien, moi, je vais me répéter. C'est-à-dire qu'il y a 2 points importants, très importants. C'est de vraiment être bien conscient de sa différence. Parce qu'il ne faut pas vendre ce que vendent les autres. Il ne faut pas raconter « nous avons le meilleur rapport qualité-prix ». Il faut sortir de cette banalité. Il faut créer la différence et je l'incite à faire une réunion ad hoc, pas avec bien sûr les gens de l'entreprise, avec peut-être un conseil, mais il faut trouver sa différence. Et quand on a trouvé sa différence, il faut que le site devienne un outil de vente et il faut que les sales, comme les gens du marketing, utilisent le site comme un argumentaire, comme un élément de vente, comme, je le dis souvent, un média à part entière. Voilà. Et quand on démarre dans une action entreprise, et ben voilà, la différence est l'utilisation du site comme un média et comme un fer de lance. Merci beaucoup, Gabriel. J'ai une dernière question qui est importante, en fait, qui nous vient au niveau de Facebook de Sirachid Bouti. Alors, pour lui, comment le inbound marketing traite les impayés et les clients insolvables qui explosent avec le Covid? Et là, c'est une dernière question d'actualité. Alors, c'est bien, il faut finir avec de l'humour. Moi, je trouve ça très bien. Alors, j'ai 2 réponses. La première, c'est d'abord d'aller voir un de mes plus gros clients, je fais la com pour un égard, qui est le cabinet Dorman. Enfin, il est en France, alors je ne sais pas s'il a des activités au Maroc. Voilà, et alors c'est un des leaders pour le recouvrement de créances. Et ils utilisent des méthodes que je leur ai suggérées. C'est qu'ils utilisent le nudge marketing, c'est-à-dire que mon client, après les dialogues ne va essayer d'éviter la procédure. C'est une démarche d'accord amiable. Et bien, ça marche bien, c'est-à-dire qu'ils ont privilégié les accords amiables à la procédure qui n'en est pas, etc. Bon, ça, c'est le côté humoristique. Et bon, évidemment, c'est une très bonne boîte. Alors, pour éviter les impayés dans le domaine de l'inbound marketing, c'est toujours cette recherche du partenariat. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de gagnant-gagnant. Quand vous arrivez à convaincre votre client qu'il est autant gagnant à être votre partenaire que vous, son partenaire, je dirais qu'il y a des choses à proposer gracieusement, qui sont incitatives à se faire payer. Et c'est à lui à considérer quels sont les aspects gracieux qui incitent un client à payer, parce qu'il se dit, si je n'utilise pas cet élément-là, eh bien, ça sera quand même plus difficile. Alors, il y a un point, c'est de la technique, hein. C'est que moi, par exemple, c'est nous qui hébergeons des sites, vous voyez, les sites de clients. Bon, je ne devrais pas le dire ou je devrais le dire. C'est vrai que si un client est vraiment reluctant au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois à payer, il y a une sorte de pression aimable de dire, eh ben, le site, nous pouvons peut-être y apporter des correctifs ou du moins arrêter son hébergement. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un côté de menaces auxquelles je ne pense pas utile d'arriver. Je crois que la relation partenariale de gagnant-gagnant est celle qui suscite le plus de paiements. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je voudrais citer une dernière phrase. Bien sûr. J'aime bien terminer sur une notion plus euphorique. Et moi, j'aime bien terminer sur la notion du bonheur, vous voyez, parce qu'au-delà du marketing, ce qu'on recherche tous, je crois, quelle que soit la nationalité, c'est le bonheur. Alors, je me permets toujours, dans cette recherche du bonheur, qui doit être peut-être notre Graal ultime, de citer une phrase d'Oscar Wilde, qui disait «
le bonheur n'est pas forcément une gare où l'on arrive, c'est avant tout une certaine façon de voyager. Alors ce soir, mes amis, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter bon voyage. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel, pour ces 2 heures de partage et 2 heures de voyage dans un métier de l'inbound marketing. Et comme vous l'avez promis, pour ceux qui sont intéressés par la présentation, c'est simple, n'hésitez pas à nous envoyer un message au niveau de la page Facebook, Club des dirigeants. Donc, un petit message Messenger pour ceux qui sont intéressés. On serait gré de vous partager la présentation. Sinon, n'hésitez pas à prendre contact aussi avec Monsieur Gabriel si vous avez d'autres questions ou de votre besoin. Sur ce, merci à tous les participants qui nous ont suivis au niveau de Zoom et au niveau des pages Facebook. L'aventure continue, on a d'autres webinaires qui sont programmés. N'hésitez pas à nous suivre au niveau des réseaux sociaux, soit Facebook, YouTube ou sur le site web. Et on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres webinaires. Et avec plaisir, c'était un plaisir pour moi de modérer cette session et à la prochaine. Merci à vous tous. Et je salue avec beaucoup de plaisir Driss Drif, qui effectivement a bien voulu m'inviter à ce webinaire. Merci à vous tous et à la prochaine. Voilà. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.